Mesdames et messieurs, vous l'avez perçu, je l'espère, notre ambition, c'est que la France devienne l'un des pays les plus attractifs au monde par l'excellence de son accueil et de sa recherche. C'est pourquoi j'ai demandé à Madame Frédérique Vidal de mettre en chantier l'élaboration d'une loi de programmation pluriannuelle pour la recherche. L'objectif de cette loi de programmation pluriannuelle, c'est d'engager dans la durée les transformations dont notre recherche a besoin pour être au rendez-vous de cette ambition et de vous donner, à vous, du temps, des moyens et de la visibilité. Ce texte porte une ambition financière inédite, investir 25 milliards d'euros supplémentaires durant les 10 prochaines années pour porter le budget annuel de la recherche à 20 milliards d'euros par an. C'est une augmentation de 30%. Ça a été marqué dès le début, en fait, par une absence totale de dialogue. Et donc notre ministre, Frédérique Vidal, comment vous dire, n'a pas réagi, en fait, hein, puisqu'il y a eu plusieurs demandes qui lui ont été adressées, puis elle voyait bien que le corps enseignant dans son ensemble réagissait, et plutôt donc négativement à ce qui était en cours. Et il y a eu vraiment, moi je dirais, un silence assourdissant de la part de la ministre. Les chiffres sont en trompe-l'œil parce qu'en fait, si on tient compte de l'inflation, parce qu'il y a presque 6 milliards et donc il y a des calculs qui ont été faits, et si on tient compte de l'inflation, ça fait rien du tout. On passerait de 0,8% du PIB à 0,83%. Avec ça, bon, vous voyez. Le gouvernement actuel prévoit cet argent-là, ces crédits qui sont conséquents, sur 10 ans. Et il prévoit de les verser notamment pas dans les 3-4 années qui viennent, c'est-à-dire il s'en remet à d'autres gouvernements. Donc déjà là, c'est à mettre en question. Parce que est-ce qu'un autre gouvernement va reprendre pour lui cette loi-là? On peut faire une loi, on peut la défaire après, hein. La dépense publique de recherche en France, pendant longtemps, ça a reposé surtout sur ce qu'on appelle, nous, les crédits récurrents, les crédits de base. Parce que chaque année, les laboratoires reçoivent de l'argent de l'État via des organismes de recherche comme le CNRS et via les universités. Et en fait, c'est vraiment ça qui permet, vous voyez, de faire des projets au long cours, quoi, des projets de la recherche fondamentale qui a besoin de s'étaler sur parfois sur 10 ans, hein, pour que des inventions, des innovations soient faites, hein. Donc, il y a cette part-là, des crédits récurrents, et puis il y a la part sur contrat. Et ça, c'est-à-dire, là, c'est un processus compétitif où il faut déposer un dossier et il y a un conseil qui évalue et qui va dire, bon, ça va être tel projet, tel projet, tel projet, et c'est sur 3 ans. Donc, vous voyez, c'est court.
Donc, une recherche fondamentale sur 3 ans, ben, très souvent, c'est complètement insuffisant. Hein, on peut pas, enfin, vous voyez. Et Oui. ça, c'est lié à la création en 2005 de l'ANR. Et si vous voulez, ce qui s'est passé, et là je le vois moi-même en tant que directrice adjointe de labo, la part des crédits récurrents baisse. Mmh. Chaque année, ça baisse. Et en revanche, il nous est demandé, à nous, enseignants-chercheurs ou chercheurs, de passer beaucoup de temps pour déposer les projets et les déposer, les présenter à cette ANR. La loi, le projet, enfin, la loi entérine ça, c'est-à-dire qu'elle continue, enfin, la part des crédits récurrents continue, ne sera pas du tout augmentée, au contraire, et la part de l'ANR qui devrait recevoir beaucoup plus d'argent de la part de l'État, va augmenter. Mais pour la grande majorité des enseignants-chercheurs et des chercheurs, ça ne va pas. Dans le projet de loi, il y a la création de 2 nouveaux statuts de personnel qui seraient plus titulaires. C'est les postes de juniors, hein, alors je ne sais plus comment ils l'appellent, des chaires juniors, donc là qui seraient dévolus à des jeunes, mais pour un temps limité, et qui pourraient avoir après un poste de professeur, mais sans passer par la case habilitation à diriger des recherches. Bon, donc déjà là, ce n'est pas une titularisation. Et puis il y a une autre création qui est des missions, enfin des CDI, donc des contrats à durée indéterminée, mais ce n'est pas de la titularisation, mission. Donc le discours, c'est pour mettre de la fluidité, mais en fait, c'est de la précarisation, puisque c'est des personnels qui ne seront pas titulaires. Vous voyez? Donc il y a aussi ça qui se greffe, enfin qui s'ajoute sur la remise en cause du statut du fonctionnaire. Parce qu'il y a eu 2 amendements donc, qui ont été glissés par le cabinet de la ministre, qui ont été présentés en milieu de nuit par un sénateur et qui remet complètement en cause, là, pour le coup, le système d'élection des maîtres de conférences, enfin d'entrée des maîtres de conférences à l'université, qui est donc la mise de côté du Conseil national des universités. Et là, ce qui est remis en cause, c'est donc le rôle de ce Conseil national des universités. Et ce seraient les universités, donc le conseil d'administration de l'université, qui serait chargé de choisir ses maîtres de conférences, sous prétexte de l'autonomie des universités. Or ça, c'est vrai qu'on est, pour la plupart, hein, tous vent debout, parce que c'est le favoritisme, c'est ce qu'on appelle le localisme. Le fait qu'il y ait ce passage par le Conseil national fait que l'évaluation, enfin l'expertise qui est rendue sur la thèse ne se fait pas dans un cadre local, puisque c'est enfin, à l'intérieur de ce Conseil national d'université, la plupart c'est des personnes élues, et puis il y a une part nommée, mais ce sont des gens qui sont, enfin des collègues qui sont déconnectés du milieu local, vous voyez. Oui. Et donc là, si vous voulez, cette mise à l'écart du Conseil national peut permettre toutes sortes d'abus.